j'ai poussé la lourde porte imposante en bois massif de la luxueuse villa à la Moraleja, à Madrid, que je venais d'acheter après avoir épuisé toutes mes économies d'une valeur de 5 millions d'euros. Une scène qui m'a frappé directement m'a figé sur place. Ma belle-mère, Doña Carmen, le visage rayonnant, remettait les clés et les actes de propriété à une femme enceinte. Cette femme n'était autre que l'ex-petite amie de mon mari. Ma belle-mère riait aux éclats en caressant les actes de la maison et disait à voix haute, « Cette maison est au nom de ma mère. Je vous la donne à tous les deux pour en faire votre nid d'amour. Cette maudite petite femme n'aura pas un seul centime de tout ça. » Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Le sol semblait se dérober sous la semelle de mes chaussures. J'étais figé, cloué sur place derrière les lourds rideaux de velours dans le couloir menant au salon. Tout mon corps était rigide comme du béton. Mes oreilles bourdonnaient. Pourtant, les mots sortant de la bouche des personnes que j'avais appelées ma famille pendant tout ce temps étaient si clairs, transperçant mes tympans. L'odeur de peinture fraîche dans cette villa de millionnaire se mélangeait au parfum doux et bon marché. Le parfum de cette maîtresse envahissait mon nez, retournant mon estomac et me donnant une terrible nausée. J'essayais de respirer très lentement. Mes mains étaient serrées si fort que mes ongles s'enfonçaient dans ma chair jusqu'au sang. C'était pour me rappeler que j'étais éveillé et que ce n'était pas un cauchemar. Pendant 4 ans, j'avais été la belle-fille de la famille de Doña Carmen. Le jour où j'étais entré dans leur famille, j'avais apporté avec moi un amour naïf et l'espoir d'un foyer uni et heureux. Ma famille possède une chaîne très célèbre de magasins de matériaux de construction dans la capitale de Madrid. Je dirige moi-même un studio d'architecture et de design d'intérieur qui se développe de manière spectaculaire. Pendant ce temps, Hugo, mon mari, était directeur des ventes dans une multinationale, mais la vérité est qu'il n'avait obtenu ce poste que grâce au réseau de contacts et à l'approvisionnement en matériaux de ma famille, qu'il avait soutenu et élevé son profil. Malgré cela, ses revenus ne correspondaient nullement à son style de vie extravagant, tous les biens du ménage, grands et petits, de la télévision, du réfrigérateur, de la voiture de luxe qu'il conduisait, au dîner coûteux quotidien, étaient payés de ma propre poche. Sa mère, Doña Carmen, était venue me prendre les mains, pleurant abondamment, le jour de notre mariage. Les larmes aux yeux, elle m'avait caressé les cheveux, jurant un amour éternel, disant qu'elle avait dû prier pendant 10 vies pour obtenir une belle-fille aussi dévouée, intelligente et belle que moi. Elle avait dit qu'elle me considérerait comme sa propre fille, que je compenserais tout le poids que je portais dans le monde des affaires. Je l'avais cru. Je l'avais cru au point de m'investir corps et âme dans cette maison. Les dépenses mensuelles dépassaient des dizaines de milliers d'euros. De l'argent pour des médicaments et compléments alimentaires coûteux importés des États-Unis pour Madame Carmen. De l'argent pour changer la voiture du mari afin qu'il puisse la montrer devant les clients. Et enfin, la somme colossale de 5 millions d'euros pour acheter cette villa d'angle dans l'une des urbanisations les plus convoitées de la Moraleja. J'avais toujours pensé que mari et femme vivant ensemble n'avaient pas besoin de faire les comptes. Au final, l'argent n'est qu'un bien matériel au service du bonheur de la famille. Jusqu'à ce que Hugo et sa mère me murmurent doucement à l'oreille que cette année-là, mon thème astral et ma numérologie n'étaient pas favorables à l'acquisition d'un bien immobilier. Que maman mette son nom sur les actes afin que les énergies circulent bien et éloignent le mauvais œil de nos affaires. L'année prochaine, quand ton transit astrologique s'améliorera, maman transférera les actes à nos 2 noms. À ce moment-là, j'étais extrêmement surchargé de travail à l'entreprise. Mon esprit était stressé, et j'avais aveuglément fait confiance à sa fausse moralité. J'avais donc accepté sans rien soupçonner. Je n'avais jamais imaginé que cette naïve acceptation me pousserait presque dans l'abîme, me transformant en marionnette dans un théâtre de fraude conçu avec une grande ruse. La voix stridente de Doña Carmen résonnait, coupant mes pensées chaotiques et amères. Lorena, reste calme. Prends bien soin de cette grossesse. Hugo est un vrai homme. Il a besoin d'un fils pour continuer le nom de la famille. Clara est ici depuis 4 ans et n'a pas réussi à me donner un seul petit enfant. Nous n'avons supporté tout ça que parce que c'est une mine d'or. Maintenant la maison est terminée. Au nom de maman. Je te la confie pour en prendre soin. Voici les clés. J'ai déjà fait nettoyer la suite principale, la plus grande et la plus belle, pour toi. La femme nommée Lorena s'appuyait affectueusement sur l'épaule de mon mari. Mon mari. 2 mots qui résonnaient dans ma tête. À ce moment-là, il sonnait si ironique et douloureux. Hugo passa son bras autour de la taille de la femme. Sa main épaisse caressait affectueusement son ventre bombé sous la robe de maternité transparente.
Il n'y avait pas la moindre trace de culpabilité ou de regret sur son visage. Hugo souriait. Un sourire satisfait et fier qui, ces dernières années, m'était rarement adressé. Il parla. Son ton était si doux qu'il me donnait la nausée. Le même ton qu'il utilisait autrefois pour jurer qu'il m'aimerait pour le reste de sa vie. Chérie, et un peu de patience. Tu devras juste rester caché ici encore un peu. Dès que j'aurai terminé de détourner le reste des fonds du grand projet de l'entreprise de ma femme et extrait assez de dividendes de sa famille, je demanderai le divorce et je la mettrai à la porte. Et alors j'aurai l'honneur de te présenter, toi et notre fils, à toute la famille. Cette maison de 5 millions d'euros est une compensation pour toutes tes souffrances. Lorena releva le menton. Sa voix était arrogante et capricieuse. Tu l'as promis, n'est-ce pas? Je ne veux pas être la maîtresse toute ma vie ou juste une machine à faire des bébés. Mais, belle maman, sérieusement, ta femme ne sait pas que cette villa est déjà entièrement à son nom. Si elle la prend, elle utilisera sûrement l'influence de sa famille. Si vous engagez des avocats pour poursuivre, toi et moi finirons à la rue à mendier de l'argent. Doña Carmen frappa du poing sur la table en marbre brillant tout en riant aux éclats, pleine de malice. Ah, cette idiote est trop stupide. Elle est aveuglée par l'amour et fait entièrement confiance à Hugo. De plus, j'ai tout planifié parfaitement pour qu'elle signe elle-même sans le savoir le document de donation pour cet argent. Tu te souviens quand j'avais une forte fièvre et que je délirais? Elle a signé sans lire. Hugo lui a dit que c'était un document de libération bancaire qu'il fallait signer d'urgence pour payer l'entreprise de construction. Elle a fermé les yeux et signé sur place. Maintenant, selon la loi, ces 5 millions d'euros sont des fonds qu'elle m'a volontairement donnés pour prendre soin de moi dans ma vieillesse. Cette maison est ma propriété personnelle, achetée à mon nom avec cet argent. Même si elle se faisait des ailes, elle ne pourrait pas demander un seul centime. Je pouvais clairement entendre les battements de mon cœur tambouriner dans ma poitrine, si fort que je pensais que mes côtes allaient se briser. Non seulement ils avaient trompé mes sentiments, mais ils avaient aussi planifié le vol de mon héritage de la manière la plus effrontée, cruelle et inhumaine. Le document de donation. L'incident s'était produit exactement un mois auparavant. À ce moment-là, j'avais une fièvre de 40 degrés. Après être revenu d'un long voyage d'affaires à travers l'intérieur de la péninsule, sous la pluie et le soleil, ma tête tournait, tout mon corps me faisait mal, et je ne pouvais pas sortir du lit. Hugo était resté à mes côtés, faisant semblant d'être extrêmement inquiet. Il m'avait nourri de soupe. Puis il avait apporté une pile de papier avec une expression anxieuse et pressée. Il avait dit que la banque exigeait les documents pour la phase finale de libération de l'hypothèque pour l'entreprise de construction de la villa. S'ils n'étaient pas signés le jour même, nous paierions des dizaines de milliers d'euros d'amende. À ce moment-là, ma vision était floue à cause de la forte fièvre et à cause de ma confiance absolue dans les faux soins affectueux de mon mari. J'avais pris le stylo, fermé les yeux et signé là où il avait marqué au crayon. Je n'avais jamais imaginé que les traits légers de ce stylo seraient le couteau que je tendrais moi-même à l'ennemi pour le plonger directement dans son cœur. Il s'avérait que le maudit papier caché au milieu de cette épaisse pile de documents bancaires était une déclaration selon laquelle je donnais volontairement 5 millions d'euros, le fruit de ma sueur et de mon sang, à une sorcière. Un frisson avait parcouru ma colonne vertébrale, se propageant dans tout mon corps. Étrangement, je n'avais pas pleuré à ce moment-là. Pas une seule larme n'avait coulé sur mon visage. Si j'avais été une femme faible et pleurnicharde, j'aurais peut-être crié, fui, griffé, tiré les cheveux et chassé la maîtresse, ou leur aurais demandé pourquoi ils étaient si cruels et sans cœur envers moi, mais je ne l'avais pas fait. La fierté d'une femme indépendante, d'une femme d'affaires qui avait déjà affronté les pires tempêtes corporatives, ne me permettait pas d'apparaître pathétique devant ces personnes. Je restais là silencieusement comme un fantôme dans un coin sombre. Je comprenais très bien les principes de la guerre. Si j'explosais et arrachais leur masque sur place, je serais la perdante. Je perdrais tout et continuerais. Honte. Ils étaient 2 adultes en bonne santé, plus une vieille femme rusée pleine de tours. Légalement, ils étaient ceux qui contrôlaient. Si j'agissais impulsivement, ils pourraient rapidement transférer les actifs ou vendre la maison à des tiers. Ou pire, ils pourraient utiliser la force physique pour me nuire et couvrir le crime, me réduisant au silence pour avaler tout l'argent. Les gens d'affaires n'agissent pas sur la base d'émotions momentanées. Nous agissons avec une rationalité froide et tranchante. J'avais lentement sorti mon smartphone de mon sac. Mes mains tremblaient violemment, de manière incontrôlable,
mais je me mordais les lèvres si fort qu'elles saignaient pour que mes doigts ne glissent pas. J'avais activé le mode enregistrement vidéo à la résolution maximale. J'avais lentement ouvert une petite fente dans le rideau de velours, pointant l'objectif directement sur les 3 êtres humains riants, confortablement installés sur le canapé italien très cher, que j'avais moi-même choisi mètre par mètre pour le tissu. J'avais tout enregistré. Le visage de ma belle-mère souriant joyeusement, le regard avide en remettant les actes à la maîtresse, la scène de mon mari caressant intimement le ventre de grossesse d'une autre femme, la promesse de me jeter à la rue et j'avais réussi à enregistrer toutes ces paroles venimeuses. Ces intentions pourries, l'aveu de la fraude consistant à falsifier ma signature quand j'étais malade. La vidéo avait duré un long 15 minutes. 15 minutes qui semblaient un siècle. Chaque seconde qui passait était comme un scalpel coupant mon âme. Après avoir enregistré toutes les phrases clés les plus importantes, les preuves irréfutables en fer, j'avais soigneusement appuyé sur le bouton d'enregistrement. J'avais immédiatement sauvegardé la vidéo dans le cloud avec une vérification en 2 étapes et envoyé une copie à mon adresse email secrète. Tout était prêt. Je m'étais retourné lentement, marchant à reculons sur la pointe des pieds vers la porte principale et la porte en bois massif que j'avais poussée auparavant. Maintenant je la tirais vers moi sans faire le moindre bruit, comme si personne n'était jamais venu. Comme si j'étais encore l'idiote occupé à gagner de l'argent dehors pour qu'ils en profitent. J'étais sorti par les portes de cette villa à la Moraleja. Mes pieds semblaient de plomb, mais mon esprit était tranchant comme un couteau. Le vent de l'après-midi soufflait sur mon visage, apportant la chaleur étouffante de la pollution de Madrid, mais mon cœur était froid. Comme un iceberg éternel au pôle Nord. J'étais monté dans ma voiture de luxe, avais mis la clé et démarré le moteur, mais je n'étais pas pressé d'accélérer. J'avais posé ma tête sur le volant enveloppé de cuir, fermé les yeux et laissé l'obscurité envelopper mon esprit. Les ombres de ce qui venait de se passer tourbillonnaient dans ma tête comme un film d'horreur sans fin. Je me souvenais du jour où Hugo s'était agenouillé sous une pluie torrentielle, me tendant une humble bague de fiançailles, jurant qu'il consacrerait toute sa vie à me protéger, à prendre soin de moi pour toujours. Je me souvenais des froides nuits d'hiver quand sa mère était tombée malade et avait dû être hospitalisée. J'avais passé 3 nuits éveillées, à prendre soin d'elle, à la laver au lit, à nettoyer son corps, sans me soucier de la saleté ou de l'odeur. Je me souvenais des dîners de famille où j'arrivais épuisé, allais au supermarché, cuisinais les plats les plus chers, les servant comme une bonne de haut standing, sans recevoir un centime. Tout n'était que théâtre, un théâtre parfait et cruel qu'ils avaient joué pendant 4 années entières pour me piéger. Ils me considéraient comme une machine à gagner de l'argent sans cœur, une idiote qu'ils pouvaient utiliser, piétiner et presser jusqu'à la dernière goutte, seulement pour ramener leur maîtresse à la maison et utiliser mon argent pour construire leur nid. Yamour, j'avais lentement relevé la tête, voyant mon reflet dans le rétroviseur. Mon visage était pâle et fatigué, mais mes yeux brillaient du feu d'une vengeance qui ne pouvait pas être éteinte. Non, elle n'allait pas être détruite. Je suis Clara, la femme qui a construit son propre empire à partir de rien, qui a négocié des centaines de contrats complexes et pleins d'obstacles. Je ne laisserai pas ces sangsues boire mon sang jusqu'à la dernière goutte puis s'en aller en paix, vivant entouré de luxe aux dépens de mes souffrances. Ils voulaient me mettre à la porte de la maison sans rien emporter avec moi. Ils voulaient me traîner dans la boue pour que la mère, le fils et la maîtresse puissent se détendre et profiter de mon trône. Oui, c'est ce qu'ils pensaient. Ils se trompaient complètement. Je leur ferai goûter l'enfer. Je leur ferai savoir que sans prendre à la propriété, à la sueur, au sang et à la dignité d'une femme comme moi à un prix. Le prix serait si élevé qu'ils passeraient le reste de leur vie derrière les barreaux, le regrettant. J'avais pris mon téléphone portable et composé le numéro de Diego. Diego est un avocat implacable, spécialiste des affaires complexes de criminalité économique, et le meilleur ami de ma famille depuis de nombreuses années. Le téléphone avait sonné 3 fois. Diego avait répondu, « Dis-moi, directrice Clara, qu'est-ce qui t'amène à m'appeler à cette heure ?» La voix de Diego semblait détendue et plaisante. J'avais pris une profonde inspiration, forçant ma voix à être aussi plate et froide que possible. « Diego, j'ai besoin de ton aide tout de suite. C'est une énorme affaire criminelle. » En entendant le ton sérieux et dur de ma voix, Diego avait immédiatement changé de posture. Sa voix était devenue lourde et tranchante. « Que s'est-il passé, Clara? Où es-tu? Qui a eu l'audace de poser un doigt sur toi? Je venais juste de découvrir que Hugo avait une maîtresse et qu'elle était enceinte de son enfant, mais c'est le moindre des problèmes. » J'avais avalé. Ma gorge était amère.
il venait d'avouer qu'il m'avait trompé pour me faire signer un document de donation quand j'avais une forte fièvre. La villa de 5 millions que je venais d'acheter à la Moraleja est maintenant légalement la propriété privée de Doña Carmen, et en ce moment même, elle remet les clés à la maîtresse de Hugo pour qu'elle y vive. En même temps, il prévoit de vider mon entreprise avant de me jeter à la rue. Il y avait eu un bref silence à l'autre bout de la ligne. Diego était un avocat extrêmement astucieux. Il avait immédiatement réalisé le niveau de gravité et de malice du problème. Quelques secondes plus tard, la voix de Diego avait grogné de manière affirmative et pleine de rage. Ces misérables cherchent leur ruine. Ils ont l'audace d'utiliser la fraude pour voler une somme aussi importante. Où es-tu? Tu n'as rien fait de stupide, n'est-ce pas? Tu n'es pas allé leur dire leurs 4 vérités? Pas encore. Je suis assise dans la voiture devant la porte de la villa. J'ai enregistré une vidéo de 15 minutes pendant qu'il remettait les actes et avouait toutes les actions de falsification de documents et de fraude, ainsi que l'intention d'extorquer mon argent. Excellent, s'était exclamé Diego avec un ton mêlé d'admiration. Tu es vraiment une femme de fer. C'était une attitude très intelligente et froide. Ta capacité à garder la tête froide en ce moment est notre arme de destruction massive la plus tranchante. Cette vidéo est une preuve irréfutable pour transformer son accusation d'un litige civil en une accusation criminelle de fraude. Maintenant écoute-moi, ne montre aucune expression. Rentre chez toi, agis normalement. Agis même plus soumise et douce envers Hugo. Demain après-midi, viens discrètement à mon bureau. Apporte tes documents, tes relevés bancaires et l'accord d'achat que tu as encore. Nous allons utiliser la tactique de lancer l'appât, retourner la situation et jeter le filet pour attraper cette bande de rats. Compris. J'avais répondu brièvement, regardant droit devant. Tu vas bien, avait demandé Diego, adoucissant sa voix avec inquiétude. Supporter un coup de cette magnitude n'est pas facile, n'est-ce pas? J'avais réussi à esquisser un sourire sarcastique, un sourire amer, alors que des larmes commençaient à monter au coin de mes yeux. Mais je m'étais retenu, ne les laissant pas tomber. Je vais bien, très bien. Je ne ressentirai cette douleur qu'une seule fois, Diego. Je vais les forcer à vomir chaque euro qu'ils ont avalé de moi. Je les emmènerai personnellement en prison. J'avais raccroché le téléphone et appuyé sur l'accélérateur. La voiture avait démarré en trombe, se fondant dans la circulation et le bruit de la ville. L'après-midi se transformait en soirée. Les derniers rayons faibles du soleil tombaient sur l'asphalte. Ma vie venait de prendre un tournant dans le coin le plus sombre et le plus sale, mais j'étais certaine qu'après avoir traversé ce tunnel plein d'ordures, j'allumerais une torche brillante pour brûler tous mes ennemis. Cette nuit-là, j'étais rentré à l'appartement de luxe où nous vivions temporairement en attendant la fin des travaux de rénovation de la nouvelle maison. Dès que la clé avait ouvert la porte, l'arôme d'un délicieux repas avait rempli mon nez. Hugo portait un tablier bleu clair. Debout dans la cuisine, il cuisinait. Il semblait être le mari le plus exemplaire du monde. En me voyant arriver, il avait couru amicalement, m'avait pris le lourd sac des mains et m'avait embrassé tendrement le front. Ma chère femme doit être fatiguée après le travail. Je suis allé exprès acheter un T-bone steak de Avila, celui que tu aimes tant. Allez, va prendre une douche pour te rafraîchir. Ensuite nous dînerons ensemble. D'accord. J'avais regardé directement dans les yeux de Hugo. Ses yeux semblaient encore gentils, ils rayonnaient encore d'affection et de tendresse comme avant. Le masque était parfait, sans aucun défaut. Si je n'avais pas vu cette scène dégoûtante de mes propres yeux cet après-midi-là, si je n'avais pas entendu leurs mensonges, peut-être me serais-je enfoncé dans cette fausse douceur pour toujours. Mon estomac s'était retourné à nouveau. Son toucher me dégoûtait, je détestais son souffle qui restait sur mon front, mais j'avais serré les dents, me forçant à avaler ce dégoût au plus profond de mon cœur. Le cachant dans l'obscurité, j'avais souri. Un sourire parfaitement dessiné, faisant semblant d'être heureux et en même temps épuisé. Oui, je suis un peu fatigué. Aujourd'hui j'ai beaucoup de travail accumulé au studio. J'ai dû prendre en charge certains gros contrats d'architecture. J'ai mal à la tête. Où est ta mère, chérie? Je ne l'ai pas vue. Maman est allée rendre visite à des parents cet après-midi. Elle a dit que des amis l'avaient appelée pour jouer au bingo. Elle dînera probablement là-bas. Aujourd'hui il n'y a que nous deux. Le monde est à nous. Hugo m'avait fait un clin d'œil, faisant semblant d'être romantique. J'avais hoché la tête docilement et était allé directement à la salle de bain.
Dès que la porte s'était refermée, j'avais claqué le verrou. J'avais ouvert la douche à fond pour que le bruit de l'eau noie tout. Je m'étais assise sur le sol en céramique froid, haletante. Je ne pleurais pas, mais ma poitrine était serrée comme si des milliers d'aiguilles la transperçaient. Je me préparais mentalement pour une guerre à long terme, une guerre dans laquelle je devrais jouer la brebis docile pour attirer les loups dans le piège. Le dîner ce jour-là était étrange. Bien que seul moi réalisais à quel point tout était faux et effronté, Hugo continuait à me servir les accompagnements. Sa bouche continuait à parler, racontant des blagues pas drôles sur son travail. À mi-repas, Hugo avait soudain soupiré profondément. Son visage semblait pensif. « Chérie, aujourd'hui je suis allé voir où en était la villa. Les ouvriers avancent très vite. Je pense que les travaux de rénovation et de peinture seront terminés d'ici la fin de ce mois. Maman a dit qu'une maison de cette taille et de cette beauté doit avoir de nouveaux meubles pour porter chance. J'ai remarqué que le canapé que tu voulais acheter est un peu simple, et le lit de la suite principale est aussi petit. Que penses-tu d'ajouter 400 000 € supplémentaires pour acheter des meubles en bois fin artisanal de Valence pour qu'elle ait l'air magnifique, digne d'une maison de 5 millions de mètres carrés? Qu'en penses-tu? » Chaque mot que disait Hugo correspondait parfaitement à ce qu'ils avaient planifié cet après-midi-là pour obtenir de l'argent de moi. Mon cœur battait plus fort, mais mes muscles, mon visage, restaient immobiles. J'avais lentement pris un morceau de viande, mâché lentement, avalé, et répondu doucement. « Ah, je vois. Acheter des meubles chers n'est pas un problème. Après tout, c'est une maison dans laquelle nous vivrons toute notre vie, mais ces derniers temps, la liquidité de l'entreprise est serrée parce que l'argent est bloqué dans certains gros projets. Je ne peux pas retirer de l'argent liquide en ce moment. Il faudra peut-être quelques mois de plus pour avoir assez d'argent pour des meubles de luxe, chérie. » Et si nous reportons, Hugo avait légèrement froncé les sourcils. Un éclair de déception et de frustration avait traversé ses yeux de paria, mais il l'avait rapidement couvert d'un sourire forcé. Je suggérais juste ça pour rendre la maison plus belle. Tu gères les finances de l'entreprise. Si tu es dans une situation serrée, j'emprunterai à mes amis. Nous les achèterons maintenant, et quand tu auras l'argent, tu pourras me rembourser. La même vieille histoire. Demandez aux amis. Tous ses amis étaient des parasites sans le sou. Au final, cette dette et les intérêts retomberaient sur ma tête, me forçant à payer. Ou il utiliserait des trucs comme pleurer ou faire des caprices pour me faire sortir l'argent immédiatement. J'étais restée silencieuse, ne répondant pas, hochant juste lentement la tête, faisant semblant de me concentrer sur l'assiette. Continue à jouer, Hugo, continue à jouer. Tes jours de gloire sont comptés. Bientôt je te montrerai ce que c'est que d'être un misérable gisant dans la rue. Cette nuit-là avait été la plus longue et la plus sombre de mes 30 ans et 2 ans de vie. J'étais allongé sur le matelas moelleux. À côté de moi se trouvait l'homme que j'avais autrefois aimé de tout mon corps et de toute mon âme. Mais maintenant, chaque respiration que je prenais pendant qu'il dormait me remplissait d'un dégoût indescriptible. Hugo dormait dos à moi. Le drap en coton égyptien couvrait sa taille. Je fixais son dos nu. L'endroit que j'avais l'habitude d'enlacer les nuits froides et pluvieuses ne me rappelait maintenant qu'un reptile à sang-froid se recroquevillant, attendant d'attaquer sa proie. Je n'avais pas fermé l'œil une seconde. Dans ma tête, la conversation cruelle dans la maison de 5 millions cet après-midi l'a continué à se répéter comme un disque rayé. La trahison ne vient jamais d'un ennemi. Elle vient toujours des personnes en qui nous avons le plus confiance, nous déchirant de l'intérieur et laissant une plaie ouverte et saignante. Mais étrangement, mes larmes s'étaient taries. La douleur profonde s'était transformée en un calme terrifiant. Elle savait qu'à partir de ce moment, elle n'était plus une épouse ni une belle-fille, elle était une chasseuse. Et ils étaient les bêtes sauvages dansant au-dessus du piège que j'avais tendu. Le lendemain matin, quand les premiers rayons pâles du soleil avaient percé à travers la fente des rideaux, je m'étais forcé à me lever. J'étais allé à la salle de bain et m'étais lavé le visage avec de l'eau glacée pour enlever l'air fatigué. J'avais soigneusement appliqué mon maquillage, ajouté un peu de blush sur mes joues, et choisi un rouge à lèvres pêche frais pour couvrir mes lèvres avant d'aller travailler. J'avais mis un parfum élégant. Debout devant le grand miroir, elle restait une directrice puissante, brillante et énergique. Personne ne pouvait voir l'incendie qui brûlait dans ma poitrine. J'étais allé à la cuisine, avais allumé la plaque, fait frire 2 œufs, préparé un toast avec tomates et jambon ibérique nourri au gland, et fait une tasse de café noir pour Hugo. Oui, hier j'avais fait tout ça avec amour et soin.
Aujourd'hui, je l'avais fait avec une froideur calculée. J'avais besoin d'endormir cette bête, de le nourrir jusqu'à ce que son ventre soit plein, de le laisser s'immerger dans l'illusion qu'il avait un contrôle total sur moi. Hugo s'était étiré en sortant de la chambre, bâillant largement. En me voyant occupé à préparer le petit déjeuner, il s'était approché, m'avait enlacé par la taille par derrière, et avait frotté son menton sur mon épaule. « Ma petite femme, pourquoi t'es-tu levée si tôt aujourd'hui pour me préparer à nouveau le petit déjeuner? J'ai dû prier pendant 10 vies pour t'épouser. » Son toucher me donnait des frissons. J'avais combattu la nausée, m'étais retourné et avait souri. Un sourire doux et sans faille. J'ai remarqué que tu travaillais beaucoup ces derniers temps. Tu dois continuer à faire des allers-retours pour voir la nouvelle maison de ta mère. Alors je voulais te préparer quelque chose de consistant à manger. Prends ton petit déjeuner maintenant, sinon ça va refroidir et tu seras en retard au bureau. Hugo m'avait embrassé joyeusement la joue. Il s'était assis à table, mâchant son toast, tripotant son téléphone portable. Je l'avais regardé avec un regard perçant, mais ma voix restait douce. Chérie, dans les prochains jours, je vais devoir voyager pour affaires, pour inspecter un terrain à Valence pour un nouveau projet. Je pense que je serai absente quelques jours. Rappelle à ta mère de prendre ses médicaments, d'accord? Ah, à propos de l'achat de ces meubles de 400 000 € dont tu as parlé hier, j'essaie de régler ça financièrement. Commence à parler à tes contacts en menuiserie. De luxe. Demande des devis. Dès que je recevrai l'argent, nous conclurons l'affaire directement. Les yeux de Hugo avaient brillé comme s'il avait trouvé de l'or. Il avait posé instantanément le toast, m'avait pris la main et l'avait caressé. Ma femme est la meilleure de toutes. Pars en voyage l'esprit tranquille. Je m'occuperai de la maison et de maman. Je vais appeler mes contacts pour obtenir le meilleur prix. J'avais hoché la tête doucement. C'était très facile à deviner. L'odeur de l'argent les faisait négliger toute prudence. Après le petit déjeuner, j'avais pris mon sac, lui avais donné un baiser sur la joue pour dire au revoir, et était parti. Mais dès que la porte s'était refermée, le sourire sur mes lèvres avait disparu instantanément. Il avait été remplacé par un visage aussi dur et froid que la glace. J'étais allé directement au garage souterrain, mais je n'avais pas conduit jusqu'au bureau. Je m'étais arrêté sur la rue Barquillot, célèbre pour ses magasins d'électronique et de matériel sonore professionnel. J'avais acheté 3 mini-enregistreurs vocaux de pointe qui filtrent le bruit et envoient des données via Wi-Fi, plus 2 caméras cachées déguisées en chargeurs de téléphone portable. Je savais que chaque fois que je n'étais pas à la maison, surtout quand je disais que j'étais en voyage d'affaires, Donia Carmen et Hugo amèneraient sûrement Lorena dans cet appartement pour s'amuser ou planifier leur complot. C'était une opportunité en or pour rassembler des preuves. À 10 heures, j'étais arrivé au bureau de l'avocat Diego. Le cabinet d'avocat était au 20e étage d'un gratte-ciel sur le Paseo de la Castellana. Silencieux et très discret. Diego m'attendait déjà. Sur la table se trouvaient 2 tasses de tisane à la camomille, encore fumantes. « Tu es là maintenant. Assieds-toi. » Diego avait poussé une tasse vers moi. Ses yeux analysaient les traits de mon visage. « Tu sembles plus calme qu'hier. » J'avais pris une gorgée de tisane, cela m'avait éclairci encore plus l'esprit. J'avais ouvert mon sac, sorti ma tablette et l'avais connectée au grand écran de son bureau. J'avais appuyé sur play sur la vidéo de 15 minutes que j'avais enregistrée en secret plus tôt. Le son de la vidéo avait résonné. Les paroles méprisables de Donia Carmen, la malice de Hugo et l'arrogance de Lorena avaient mis à nu toute la vérité. Diego s'était assis pour écouter. Ses mains étaient étroitement croisées, et son front était plissé de colère. Quand la vidéo s'était terminée, il avait frappé du poing sur la table, perdant son calme rituel. Le cœur humain peut être si pourri. Tu as élevé des corbeaux pendant 4 ans, Clara. Diego avait soupiré, me regardant avec un mélange de pitié et d'admiration. Mais c'est une preuve inestimable. Ton aveu que tu as été trompé pour signer des documents quand tu étais malade. C'est la clé principale pour retourner la situation. J'avais hoché la tête, allant droit au but. S'il te plaît, explique-moi en détail exactement quel document j'ai signé et ce que nous devons faire pour l'annuler. Diego avait sorti une copie d'un modèle de document de son dossier. Selon ce que dit Donia Carmen dans la vidéo, le papier que Hugo t'a forcé à signer n'était pas un document de libération bancaire, mais un acte de donation. Te rends-tu compte du danger?
Si tu ouvrais une procédure civile ordinaire pour demander le retour de la maison, il présenterait ce document. Dedans, noir sur blanc, avec ta signature, tu confirmes que tu as donné volontairement 5 millions d'euros pour prendre soin de Doña Carmen. Par conséquent, son action d'utiliser cet argent pour acheter la maison à son nom est complètement légale. La loi la protégerait. J'avais serré les dents, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Son calcul était très minutieux et profond. Chaque pas en avant et en arrière était parfaitement scellé. Alors, il n'y a pas d'issue, avais-je demandé. Ma voix ne tremblait pas. Elle était pleine d'intention. Meurtrière. Non, Diego. Elle avait souri. Le sourire confiant d'un avocat senior, c'est-à-dire si cela avait vraiment été volontaire. Mais ici, selon le Code civil espagnol, un contrat conclu par fraude, contrainte ou erreur peut être annulé par les tribunaux. Hugo t'a menti, en disant que c'était un document bancaire qui devait être signé d'urgence. Tu as signé quand tu avais 40 degrés de fièvre. Tu n'étais pas en pleine possession de tes moyens et tu n'as pas lu le contenu. Cette vidéo est une preuve solide de son crime prémédité. Diego avait fait une pause, s'était penché en avant et avait baissé la voix. Plus que cela, parce qu'il y a l'élément de fraude impliqué dans l'appropriation de fonds de cette taille, cette affaire n'est plus un simple litige civil. Nous attaquerons directement via l'article 248 du Code pénal sur la fraude et les articles 253 sur l'appropriation. La peine pour fraude aggravée et préméditée d'une valeur colossale avec blanchiment d'argent peut être très sévère. Plusieurs années de prison. Dès que nous réussirons à prouver le crime, l'acte de donation perdra automatiquement sa validité. Les 5 millions te seront restitués et la maison sera saisie par le tribunal. Je m'étais adossé à la chaise en sentant qu'un énorme poids venait d'être enlevé de mes épaules, mais en même temps, le feu de la rébellion brûlait encore plus férocement. Je comprends, mais une vidéo enregistrée en secret suffit-elle au tribunal? Ils peuvent prétendre qu'ils plaisantaient juste ou que la vidéo a été montée. Exactement. Tu es très perspicace, Diego avait approuvé, me félicitant. Cette vidéo est très forte, mais pour gagner à 100% et ne pas leur donner l'occasion de nier une seule virgule, nous avons besoin de plus de preuves. Tu dois ajouter plus de carburant au feu. Créer une situation pour que Hugo et Doña Carmen avouent à nouveau eux-mêmes comment ils t'ont trompé et quel est leur plan pour voler tes biens. Plus il y aura d'enregistrements de haute qualité dans différentes situations, plus notre dossier sera gros. J'avais esquissé un sourire sinistre. Mes yeux reflétaient un calcul tranchant. D'accord, laisse-moi faire. Ils sont aveuglés par l'argent des meubles, les 400 000 euros que je leur ai jetés comme appât ce matin. J'utiliserai leur avidité sans fond pour jeter le plus grand filet de tous. En sortant du cabinet d'avocat, j'avais conduit directement au siège de la banque, où j'ai mes comptes personnels et professionnels, emportant mes documents et ma carte VIP. J'avais demandé au directeur d'agence d'imprimer immédiatement le relevé détaillé avec tous les transferts de mon compte vers les comptes de Hugo et de Doña Carmen au cours des 4 dernières années. Assise dans le salon VIP, j'avais regardé l'employé de banque apporter une épaisse pile lourde de relevés. J'avais tourné chaque page, regardant les chiffres. Des centaines de milliers, des millions d'euros alignés. Le 10 juin. 2,5 millions comme à compte sur la villa. Le 15, 2,5 millions supplémentaires pour régler la deuxième tranche. Des milliers d'euros pour les taxes et frais de notaire, entremêlés de transferts de 80 000 pour changer la voiture de Hugo, 15 000 pour les compléments de la belle-mère. Des dizaines de milliers de dépenses de vie chaque mois. Chaque ligne de ce relevé était une goutte de sueur. Des nuits blanches passées à travailler sur des projets architecturaux et des réunions avec des clients qui déclenchaient mon reflux acide. C'était la sueur et le sang de mes parents. Des gens qui avaient travaillé dur toute leur vie à construire une entreprise pour que j'aie une base. Et je l'avais simplement tendu sur un plateau d'argent à des personnes qui n'avaient aucun lien de sang avec moi, des personnes qui croyaient que mon sacrifice était normal, une obligation d'une belle-fille soumise. J'avais passé la main sur ces relevés et murmuré pour moi-même, chaque centime de cet argent, je vous forcerai à le vomir avec du sang et des larmes. Cet après-midi-là, avant de rentrer à la maison, je m'étais arrêté à l'appartement. Hugo n'était pas encore revenu du bureau. J'avais soigneusement installé les 2 caméras cachées dans des coins aveugles du salon et de la chambre, couvrant tout l'environnement et enregistrant l'audio avec une extrême clarté. Ces appareils étaient directement connectés à mon téléphone portable. Chaque mouvement, chaque mot dans cette maison, à partir de maintenant, serait dans la paume de ma main.
Après avoir terminé, j'avais sorti une petite valise que j'avais déjà préparée et envoyé un message WhatsApp à Hugo lui disant que je devais partir pour Valence cet après-midi même. J'avais conduit vers mon chalet privé dans la Sierra de Guadarrama, près de Navacerrada, une maison que j'avais achetée en secret et que la famille de mon mari ne connaissait pas. Là, dans le silence et l'isolement, j'avais allumé l'écran de l'ordinateur et commencé ma chasse silencieuse. Comme je m'y attendais, la première nuit où je n'étais pas à la maison, Hugo n'était pas resté tranquille. Vers 20 h, la caméra du salon avait détecté du mouvement. Mon écran d'ordinateur montrait Hugo assis détendu les pieds sur le canapé, tenant un verre d'un vin coûteux que j'avais acheté pendant que j'étais occupé avec lui. Téléphone. Salut, maman. Viens à l'appartement. Clara est partie en voyage d'affaires. Il lui faudra 3 ou 4 jours pour revenir. Amène-leur aussi, pour ne pas nous ennuyer. J'ai déjà acheté de la bonne nourriture. La voix de Hugo était cristalline à travers l'appareil. Seulement 30 minutes plus tard, la porte s'était ouverte. Doña Carmen était entrée, suivie de Lorena, marchant avec difficulté en tenant son ventre de grossesse. Les 3 personnes s'étaient retrouvées dans l'appartement dont je payais le loyer mensuel. Ils avaient mangé, bu et ri aux éclats comme s'ils étaient les vrais propriétaires de la maison. J'étais assise devant l'ordinateur avec mon casque, buvant du café noir sans sucre. Le goût amer et intense se répandait dans ma bouche, m'aidant à contenir le sang qui bouillonnait dans ma bouche. Après avoir mangé et bu abondamment, Doña Carmen s'était nettoyé les dents avec un cure-dent tout en s'adossant au canapé. Elle avait tapoté l'épaule de Hugo et gloussé doucement. Mon enfant est vraiment intelligent. Comment as-tu convaincu Clara de se séparer de 400 000 € supplémentaires pour les meubles? Je pensais que ces derniers temps son entreprise allait un peu lentement. Hugo, fier, avait passé la main dans ses cheveux comme un gagnant. Quand Lorena avait entendu parler d'argent, ses yeux s'étaient illuminés. Elle s'était accrochée affectueusement au bras de Hugo, frottant sa poitrine contre son épaule. Oh, mon Hugo est le plus intelligent de tous. Tu es le pilier fort de nos vies. Mais chérie, je suis encore inquiète. Et si Clara découvre que la villa de 5 millions est au nom de ta mère et veut tout annuler? Après tout, l'argent est sorti de son compte. Doña Carmen avait reniflé, lançant un regard perçant à Lorena. Tu t'inquiètes pour des choses dont tu ne devrais pas. Combien de fois t'ai-je dit que ce qui est blanc et dans une bouteille est clair? L'acte de donation prouve qu'elle a volontairement donné les 5 millions pour ma retraite. Elle a elle-même déclaré qu'elle jugera le courage d'aller contre une signature volontaire. Hugo avait esquissé un sourire sinistre et hoché la tête. Maman a raison, chérie. Pour obtenir sa signature, j'ai dû jouer cool. Elle avait 40 degrés de fièvre. Sa tête tournait, elle ne savait plus ce qui était quoi. J'ai glissé la déclaration de donation dans la pile de papier bancaire. Puis j'ai fait semblant de paniquer, en disant que la banque nous pressait et que si elle ne signait pas tout de suite, nous aurions des amendes de dizaines de milliers. Quand elle a entendu qu'elle allait perdre de l'argent à cause de ce mal de tête, elle a fermé les yeux et tout signé. Elle n'a pas lu une seule virgule. Quand j'ai enfin sorti le papier, maman et moi étions aux anges. Maintenant, même si je veux pleurer devant Dieu, il n'y a aucun moyen d'annuler ce qui a été fait. J'avais enregistré toute la conversation. Pas un seul mot, pas un seul soupir. Mes doigts dansaient sur le clavier, sauvegardant le fichier audio haute résolution dans un dossier crypté appelé preuve en fer numéro 1. Un aveu cristallin, la fraude structurée, le plan diabolique et l'effronterie totale confirmés par leur propre bouche. Il y avait déjà beaucoup de carburant sur le feu. Il ne restait plus qu'à attendre l'étincelle pour brûler son château de péché jusqu'au sol. Mais ce n'était toujours pas assez. Quand une femme intelligente contre-attaque, elle doit frapper de manière à ce que l'ennemi n'ait pas la moindre chance de se relever. Elle voulait qu'il paie le prix exactement là où il se sentait le plus fier, au moment où il croyait être au sommet du monde. 3 jours plus tard, j'avais traîné ma valise de retour à l'appartement. Mon visage était maquillé pour paraître fatigué, pâle et hagard, comme quelqu'un qui revenait d'un voyage d'affaires très stressant. En me voyant arriver, Hugo avait repris son rôle de mari modèle. Il s'était précipité pour prendre ma valise et m'avait apporté un verre d'eau. Ma femme doit être épuisée. Les affaires à Valence se sont bien passées, chérie, avait-il demandé d'un ton très doux. Je m'étais affalé sur le canapé, laissant échapper un long soupir lourd. Très difficile, amour. Le client marchande le prit comme un fou.
Les banques nous coupent le crédit. J'ai dû courir frénétiquement pour résoudre les problèmes cette fois. Ah, à propos des meubles. Les 400 000 € que tu as demandé, dis à ta mère d'attendre un peu, d'accord? En ce moment, mon fonds de roulement est complètement épuisé. Si je vais chez les prêteurs, les taux d'intérêt sont trop élevés. Je ne peux pas me le permettre. L'expression de Hugo s'était figée. Il avait essayé de cacher son irritation. Il s'était assis à côté de moi, avait pris ma main et l'avait frottée. D'accord, je parlerai à maman plus tard, mais Clara, la nouvelle maison est presque terminée, et maman va organiser cette fête d'inauguration somptueuse. Elle a dit que si elle n'a pas de nouveaux meubles luxueux, les parents et invités se moqueront de nous. Et si tu demandais une avance à tes parents? Ensuite, quand l'entreprise ira mieux, nous rembourserons ton père. J'avais retiré ma main de la sienne, le regardant droit dans les yeux. Ma voix avait un léger ton de ressentiment et d'accusation. Hugo, je veux te poser une question sincère. Pourquoi toutes les dépenses, grandes et petites, de l'achat du berceau et du terrain à la construction, sont payées par moi, mais les actes de la maison doivent être au nom de ta mère? Je suis aussi ta femme. Je suis la belle-fille de cette famille. J'ai dépensé 5 millions d'euros, mais mon nom n'est sur aucun document. Et maintenant, tu veux que je demande à nouveau de l'argent à mes parents pour acheter des meubles pour une maison qui est au nom de ta mère? Tu penses que c'est juste pour moi? Hugo avait sursauté. Peut-être ne s'attendait-il pas à ce que je lui pose la question si directement. Il avait bafouillé pendant quelques secondes avant de réussir à se calmer et à passer rapidement son bras autour de mes épaules pour me flatter. Ma petite idiote, tu reviens là-dessus. À propos des actes au nom de maman, je t'ai déjà expliqué. Parce que cette année ton thème astral était mauvais. Si la maison était mise à ton nom, les affaires de ton entreprise pourraient s'effondrer. Maman et moi étions inquiets pour toi, c'est pourquoi nous l'avons fait. Mais je suis encore inquiet. J'avais fait semblant de sangloter, cachant mon visage dans sa poitrine. Mais je le faisais vraiment pour que l'enregistreur m'entende. Caché dans le col de ma chemise, il serait plus proche de sa bouche. Et si ta mère ne veut pas transférer la maison plus tard? Et si elle la donne à quelqu'un d'autre? Ces 5 millions sont ma sueur et mon sang, amour. Hugo m'avait caressé les cheveux et gloussé doucement. Tu t'inquiètes trop. La maison que maman a achetée est pour que nous deux y vivions. Il est impossible qu'elle s'enfuie avec. Concentre-toi sur ton travail et reste calme. Ma mère te veut plus que bienvenue dans cette famille. Elle organise la fête d'inauguration dans quelques jours. Arrange ton travail pour l'aider à accueillir les invités. Elle a invité beaucoup de parents de Cuenca. Tu dois t'habiller, être belle et porter des bijoux coûteux pour que les gens soient fiers de toi. J'étais restée silencieuse et avais senti essuyer mes fausses larmes. Si prévisible. Au son de l'argent, il jetait la prudence par la fenêtre. Il voulait que j'organise une fête somptueuse, que je paie le traiteur et que j'utilise mon statut de directrice pour couvrir leurs arrières. Devant ses parents. Très bien. Oui, tu veux la fête d'inauguration la plus chic de tous les temps. Je la fournirai. Les jours suivants, j'avais été occupé à appeler des services de traiteurs 5 étoiles pour commander les plats les plus chers. J'avais commandé des fleurs fraîches importées pour décorer toute la villa. J'avais accepté toutes les demandes snob de Doña Carmen et les avais payées sans hésitation. Elle pensait que j'étais obéissante et soumise, mais elle ne savait pas que chaque euro qu'elle dépensait était maintenant le ticket pour inviter toute sa famille à assister à la plus grande pièce du siècle. Je transformerais le jour le plus heureux de leur vie en le plus humiliant et le plus sombre. J'arracherais leur masque d'hypocrisie devant des dizaines d'invités. La scène était prête, les acteurs étaient déjà en position. Le bouton d'alimentation de l'opération Phoenix était déjà dans ma main. Il ne restait plus qu'à allumer les projecteurs de la scène. La grande tempête se formait, et j'étais l'œil de l'ouragan. Pas à pas, je marchais vers cette fête sanglante avec la fierté de celle qui tient le pouvoir de vie et de mort entre ses mains. Le filet avait été jeté, le bois était empilé. Maintenant il était temps d'allumer le feu. Le vendredi soir de cette semaine, une tempête soudaine avait fouetté Madrid. Une forte pluie balayait les rues bondées. Des éclairs tranchaient le ciel sombre en fragments de lumière aveuglante. J'étais assise dans ma voiture de luxe, garée au sous-sol de l'immeuble d'appartement avec le moteur éteint, sans hâte de partir. J'étais assise là dans l'obscurité, écoutant le son de la pluie sur le capot.
Mon cœur battait lentement et régulièrement. C'était le moment de porter mon coup final, l'ultime test pour l'éradiquer, pour faire payer cette maudite famille, et en même temps couper toute trace restante d'affection, aussi mince soit-elle, de mon cœur. Je voulais voir comment, quand leurs intérêts principaux étaient en jeu, quand cette mine d'or se déclarait sèche et ruinée, ils se retourneraient cruellement contre moi. Le théâtre de ma faillite avait commencé. J'avais pris de la poudre compacte très pâle de mon sac à maquillage. Je l'avais étalée sur tout mon visage avant. Je m'étais préparé. J'avais appliqué un peu d'ombre à paupières pour créer des cernes faux sous mes yeux. J'avais peint mes lèvres avec une teinte très atténuée et ébouriffé mes cheveux toujours impeccables. J'avais déboutonné 2 boutons de mon chemisier en soie, déchirant légèrement les bords des manches pour créer l'image d'une femme échevelée, comme quelqu'un qui venait de subir un choc brutal et était au bord de la faillite. En voyant mon reflet dans le rétroviseur, j'avais forcé un sourire sarcastique et glacial. Ce look pathétique serait l'appât parfait pour les loups qui m'attendaient en haut. J'avais activé l'enregistreur vocal caché dans le col de mon chemisier. J'avais pris une profonde inspiration, ouvert la porte et était sorti de la voiture. J'avais traîné les pieds lourdement, laissant délibérément mes talons aiguilles racler le sol en béton froid du garage, créant un son de lassitude et de désespoir. L'ascenseur m'avait emmené au 19e étage. Dès que j'avais ouvert la porte et été entré, la fausse atmosphère d'accueil m'avait frappé comme une tonne de briques. Ma belle-mère, Madame Carmen, était assise les jambes croisées sur le canapé en cuir italien que j'avais acheté le mois précédent. Sa bouche était occupée à mâcher des cacahuètes, ses yeux collés à la télévision et l'écran plat géant. Hugo, mon cher mari, était occupé à nettoyer son club de golf outrageusement cher, le presque 3000 € que je lui avais acheté avec ma carte de crédit pour son anniversaire l'année dernière. Quand la porte s'était ouverte, ils avaient tous deux levé les yeux, leur sourire se figeant. Dès qu'ils avaient vu mon apparence pathétique, trempée par la pluie et échevelée, Hugo avait rapidement laissé tomber le club, s'était précipité et avait saisi mes mains d'une voix fausse, pleine de fausse inquiétude. « Oh, mon amour, que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu trempé comme ça, avec les cheveux tout emmêlés et les vêtements déchirés ? Il s'est passé quelque chose au bureau ? Tu as appelé pour dire que tu serais en retard pour une réunion. Pourquoi es-tu comme ça ? » Doña Carmen avait aussi jeté ses cacahuètes sur la table basse. Elle s'était précipitée vers moi. Ses yeux perçants m'avaient scanné. De haut en bas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qui a osé s'en prendre à la belle-fille de maman ? Y a-t-il eu des problèmes à l'entreprise ? Parle-moi. As-tu perdu des contrats ? Je les avais regardés avec des yeux déjà larmoyants, car j'avais utilisé des gouttes pour les rendre rouges et gonflés. Dans mon cœur, j'étais froide comme un iceberg éternel, dépourvu de toute émotion. Mais à l'extérieur, j'avais forcé une grimace. Des larmes avaient commencé à couler librement. J'étais délibérément tombé à genoux, couvrant mon visage en pleurant abondamment. Un cri si désolé, brisé et désespéré que quiconque ayant une conscience aurait pitié en l'entendant. Hugo, Doña Carmen, mon entreprise a fait faillite. Tout est fini. Je tremblais violemment, mes épaules secouaient. Je parlais très fort, feignant une grande souffrance pour que l'enregistreur capture chaque syllabe clairement. Hugo s'était figé. La main avec laquelle il caressait mon épaule était soudain devenue rigide comme du bois. Doña Carmen avait reculé d'un pas, la poitrine sortie. Haut et bas. La voix stridente, habituellement si aiguë, avait baissé de ton maintenant, trahissant la panique et l'alerte extrême. Que veux-tu dire, elle a fait faillite ? De quoi parles-tu ? Clara, ton entreprise est un palais. Tu as de l'argent à brûler. Tu factures des dizaines de millions. Pourquoi dis-tu soudain que tu as fait faillite ? Ne porte pas malheur. J'avais relevé la tête. Avec les 2 mains, j'avais agrippé fermement la chemise de designer de Hugo. Je jouais comme une femme faible qui a tout perdu et cherche refuge auprès de son mari. Un envoi de matériaux importés de l'entreprise de mon père, d'une valeur de presque 8 millions d'euros, a été bloqué par les autorités fiscales à la douane en raison de problèmes avec les documents d'origine. Les partenaires internationaux ont annulé les contrats et exigent une amende 3 fois sa valeur. Nos projets de construction en Espagne ont également été arrêtés par le tribunal pour une enquête. La banque vient d'envoyer un ordre de saisie, gelant tous mes comptes personnels et ceux de l'entreprise. Mon père a eu une crise cardiaque. Nerveuse, elle s'est évanouie au bureau et est maintenant en soins intensifs à l'hôpital Rubert.
Le médecin dit que son état est critique. Elle pourrait ne pas passer la nuit. Ma mère continue de s'évanouir. J'ai tout perdu, amour. J'ai des millions de dettes et je ne sais pas où je vais trouver l'argent pour payer les compensations. Si je ne paie pas les amendes et ne vais pas à la banque demain, je serai en prison. Toute la pièce était soudain tombée dans un silence terrifiant. Ce n'était pas un silence de sympathie, de pitié pour l'épouse ou la belle-fille traversant un malheur, mais le silence d'un calcul cruel, comme des bêtes sauvages rétractant leurs griffes et reculant quand elles voient que leur proie n'a plus de valeur. J'avais espionné leurs expressions à travers les fentes de mes doigts. Le visage de Hugo était pâle comme de la cire, passant du blanc au violet. Ses lèvres tremblaient, incapables de prononcer un mot. Ses yeux étaient écarquillés, non pas parce qu'il ressentait de la peine pour son beau-père entre la vie et la mort, ou pour sa femme face à la prison, mais parce qu'il était terrifié de voir que sa mine d'or illimitée s'était effondrée et transformée en poussière. Les yeux de Doña Carmen sortaient de leurs orbites, tournaient follement, essayant de trouver une issue. Elle haletait, ses mains serrées si fort que ses jointures devenaient blanches. Il avait fallu moins de 30 secondes pour briser la comédie du faux amour. Hugo avait lentement lâché mes mains de sa chemise. Ses mouvements étaient fermes et froids. Il avait reculé d'un demi-pas, créant une distance de sécurité, comme s'il avait peur que ma malchance et mes dettes l'infectent. Et maintenant que veux-tu faire? Une dette de millions et de millions. Si la banque saisit tous les actifs, qu'allons-nous manger? Si l'entreprise a fait faillite, les 400 000 € pour acheter les meubles de la maison que tu as promis ont aussi disparu hier, n'est-ce pas? Dans son esprit, à ce moment-là, la vie de mon père et ma liberté ne valaient pas plus que ces pièces en bois massif. J'étais retourné m'agenouiller complètement sur le sol en parquet, regardant Doña Carmen avec l'expression la plus suppliante possible. C'était le moment de lancer l'attaque décisive, l'attaque qui briserait toute excuse qu'ils avaient. Doña Carmen, Hugo, maintenant il n'y a qu'un seul moyen de sauver ma famille, de sauver la vie de mon père. C'est d'utiliser la villa de 5 millions que j'ai achetée le mois dernier. Doña Carmen, s'il vous plaît, rendez-moi les actes de la maison. Je vais la mettre en garantie à la banque. La maison est dans un excellent emplacement. Si nous l'hypothéquons rapidement, nous pouvons libérer environ 2,5 millions en espèces. Cette somme suffit à couvrir les paiements bancaires, remettre l'entreprise sur pied et payer la chirurgie de pontage de mon père. Si la crise passe et que tout se stabilise, je rachèterai la maison et vous la rendrai. Je vous en supplie. Je suis à vos pieds. S'il vous plaît, sauvez mon père. Sauvez-moi aussi. Dès que ces mots étaient sortis de ma bouche, j'avais vu le changement dramatique sur le visage de ma gentille belle-mère. Son dernier masque était tombé. Brutalement, révélant le visage d'un démon avide, égoïste et totalement cruel. Doña Carmen avait sauté comme si elle avait marché sur des charbons ardents, agité les mains et pointé un doigt chargé de bagues en or vers mon visage. Son visage était rouge, et sa voix stridente, douloureuse à l'oreille comme du métal raclant du verre. Que dis-tu? Es-tu devenue folle? Délires-tu? Écoute, petite effrontée, cette villa de 5 millions d'euros est à moi. Elle est à mon nom sur l'acte. Devant un notaire, tu veux prendre la maison de la famille de ton mari? La sueur et le sang de la famille de ton mari, pour payer la dette de ta famille ruinée. Où dans le monde y a-t-il une règle aussi absurde et immorale? Prendre ce qui appartient à la famille de ton mari pour le donner à tes parents. Tu veux être la belle-fille qui détruit cette famille. J'avais faim le choc, élargissant mes yeux larmoyants et secouant mes épaules. De quoi parles-tu? Cette maison. Elle a été achetée avec toutes mes économies, avec les produits de la vente d'actions et les profits de mon entreprise que j'ai économisés avec un grand sacrifice. Je ne l'ai mise à son nom que parce que la numérologie et le 10 heures de bonne aventure disaient que cela m'apporterait le mauvais œil cette année. Mais la propriété est à moi, elle est à nous. Maintenant mon père attend de mourir à l'hôpital. Je veux juste emprunter l'argent que j'ai gagné pour sauver la vie de l'homme qui m'a élevé. As-tu le cœur de nous regarder mourir sans aider? Pendant 4 ans, je l'ai traité mieux que tout. Hugo avait alors parlé, non pas avec des mots pour réconforter et protéger sa femme, comme le ferait un vrai homme, mais avec un ton froid, dur et extrêmement cruel qui m'avait fait dresser les cheveux sur la tête. Clara, tu ne peux pas dire ça. Tu tires des conclusions hâtives. Quand tu as transféré l'argent pour acheter cette maison, tu as toi-même dit que c'était de l'argent pour prendre soin de maman dans sa vieillesse, une récompense pour m'avoir donné naissance. Tu as signé les papiers toi-même de ton plein gré.
De plus, il y avait les pertes dans ton entreprise, les marchandises saisies. C'est la faute de tes parents et la tienne pour être incompétents et pour vous engager dans des affaires louches. Tu ne peux pas faire retomber les conséquences de la stupidité de ta famille sur la famille de ton mari. Devoir vendre la maison pour payer ta dette. Si la banque prend la maison, où ma mère et moi vivrons-nous, sous un pont? Pense aussi à notre famille. J'avais fixé l'homme qui m'avait autrefois juré sous la pluie torrentielle. J'avais entendu chaque mot tranchant comme un rasoir sortir de cette bouche douce. 4 ans à partager le même lit. 4 ans à le servir comme un roi, à lui acheter tout, des montres de designer et des costumes chers aux voitures de luxe. La récompense était la cruauté et la trahison jusqu'à la moelle. J'avais ri intérieurement. Continue. Continue à jouer. Parle beaucoup. Les mots que tu dis, l'enregistreur autour de mon cou les absorbe sans manquer une seule virgule. Ils seront ton mandat d'arrêt. Le billet de loterie pour le fond du puits. J'avais crié exprès, élevant ma rage à son maximum, regardant Hugo férocement. Que as-tu dit? Prendre soin de maman dans sa vieillesse. Quelle folie! Donner 5 millions d'euros en espèces gratuitement à ma belle-mère pour sa vieillesse, alors que nous devons nous-mêmes payer le loyer d'un appartement exigu. As-tu encore une conscience? As-tu une quelconque fierté en tant qu'homme? Non, Hugo. Cet argent était ma sueur et mon sang. J'ai passé d'innombrables nuits blanches. J'ai pris des pilules pour l'estomac et supporté les clients et les parasites pour le gagner. Maintenant ma famille est ruinée. Je veux juste récupérer ce qui est à moi. Pourquoi es-tu si traître et effronté? Donia Carmen avait mis les mains sur les hanches, les yeux injectés de sang, avait fait un pas en avant, s'était penchée et avait regardé directement mon visage avec un dégoût total, comme si elle regardait un sac poubelle. Ouvre grand les yeux. Regarde, idiote, devant la loi. À quel nom sont les actes? C'est mon nom, Donia Carmen. Si tu as le courage, porte ça au tribunal. Va crier là-bas. Juste pour te rappeler. Tu as toi-même signé cet acte de donation, noir sur blanc. La signature est claire, et tu as même mis ton empreinte. Cette villa a été achetée avec mon argent. C'est ma propriété personnelle. J'ai le droit de la vendre, de la donner à qui je veux. Si je veux la brûler, j'en ai tous les droits. Une personne ruinée, endettée comme toi n'a aucun droit d'exiger quoi que ce soit. Ici, leur effronterie avait atteint un niveau divin. Ils ne se cachaient plus. Ils arrachaient le masque de la moralité pour exposer les entrailles pourries à l'intérieur. Ils croyaient aveuglément que la loi les protégeait et que le document que j'avais signé quand j'étais malade était un bouclier qui leur permettrait de voler mes 5 millions. Légalement, vous m'avez trompé. J'avais titubé, m'appuyant sur le bras du fauteuil, pointant du doigt les deux visages fiers et arrogants. Vous m'avez tendu un piège depuis le début, n'est-ce pas? Ce document de ce jour-là. Hugo, tu m'as menti quand j'avais 40 degrés de fièvre. Tu as dit que c'était des documents bancaires. Tu as trompé ta propre femme pour voler mes biens. Hugo avait haussé les épaules. Il avait mis les mains dans les poches de son pantalon, et m'avait adressé un sourire méprisant. Le sourire le plus méchant et le plus froid que j'ai jamais vu. Qui t'a trompé? As-tu pris le stylo, signé? Tu as mis ton empreinte dessus. Tu es une adulte maintenant, tu es devenue la directrice d'une grande entreprise, tu dois assumer la responsabilité de ta propre signature. Non, ne joue pas l'enfant, un bébé qui pleure parce qu'elle a été trompée. Ne fais pas d'accusations sans preuve. Hugo avait fait une pause, soupiré et changé de ton, devenant beaucoup plus ferme et plus cruel. Maintenant que ton entreprise a fait faillite, tes dettes sont astronomiques. Ton père est en train de mourir. Pour être honnête, je suis un directeur des ventes respecté. Je dois préserver mon nom. Je ne peux pas permettre que ma réputation et ma brillante carrière soient ternies par les dettes de ta famille. Si les inspecteurs fiscaux ou les recouvreurs de dettes viennent te chercher, où vais-je me cacher? Oui, tu ne peux pas résoudre ça toute seule. Le mieux est que nous nous donnions un peu de temps. Séparation temporaire des biens et des corps. Une fois que tu auras fini de payer tes dettes et auras un historique de crédit propre, nous en reparlerons. Pour l'instant, il vaut mieux que tu fasses tes valises et que tu quittes la maison pour que les recouvreurs de dettes ne perturbent pas ma paix ou celle de ma mère. J'étais resté immobile. Mes pieds s'enfonçaient dans le sol, bien que j'ai déjà prévu sa pourriture.
Entendre ces mots m'expulsant directement quand j'étais tombé était encore comme recevoir un coup de poignard, une séparation des corps. Il n'avait aucun scrupule à trouver l'excuse la plus commode pour me mettre à la porte, pavant la voie pour que sa maîtresse enceinte emménage dans cet appartement puis dans la villa de 5 millions. Ils étaient une meute de loups affamés, des parasites professionnels. Quand il y avait de l'argent, j'étais sa reine, son distributeur automatique. Quand je parlais de faillite, ils effaçaient tous les souvenirs et me jetaient dans la boue sans pitié. J'avais reculé de quelques pas et essuyé grossièrement les fausses larmes qui me collaient. Mauvaise humeur. Mon regard, qui était auparavant de désespoir et de faiblesse, s'était transformé en un regard aussi froid et tranchant qu'une épée nouvellement tirée. Je n'avais plus besoin de jouer la victime, pas une seconde de plus. Tout ce dont j'avais besoin était déjà parfaitement gravé dans mon corps. J'avais fixé les yeux écarquillés de Donia Carmen puis le visage sans expression de Hugo. J'avais lentement secoué la tête. Mes lèvres formaient un sourire triste, mais plein de mépris. D'accord, je comprends. Le cœur humain est quelque chose d'insondable. C'est dans la tragédie qu'on voit qui est un compagnon et qui est un démon. 4 ans de ma jeunesse. Considérez que j'ai payé 5 millions pour une bonne leçon. C'est de la charité pour des ingrats. Quand Donia Carmen avait entendu « ingrat », elle était devenue folle comme une sangsue aspergée de sel. Elle avait couru en avant, levant ses mains potelées dans l'intention de me gifler. « Comment oses-tu m'appeler ingrate, insolente ? Sors, sors de ma maison. Cet appartement a été loué au nom de mon fils. Maintenant tu n'es qu'une endettée. Ne porte pas ta malédiction sur moi et mon fils. Pars ce soir. Disparais de ma vue. » Hugo avait rapidement tiré le bras de sa mère. Non pas parce qu'il avait pitié qu'elle me frappe, mais parce qu'il avait peur de causer une scène avec les voisins. Mais il n'avait pas oublié de prononcer les mots finaux pour tout briser. Laisse-la tranquille, maman. Pourquoi gaspiller de l'énergie pour quelqu'un qui est au bord du désastre? Clara, ma mère est nerveuse. Tu ferais mieux de te dépêcher, de prendre tes vêtements et d'aller chez tes parents pour voir ce qui s'est passé là-bas. Rester ici seul sera mauvais pour tout le monde. Laisse les clés sur la table. Je n'avais rien dit d'autre. Toute discussion à ce moment-là ne ferait que diminuer ma dignité. Mon objectif avait déjà été pleinement atteint. L'enregistrement audio cristallin de leurs mensonges, l'aveu de la fraude et la cruauté de me jeter à la rue étaient entre mes mains. L'expérience avait été un succès qui dépassait mes attentes. Je m'étais retourné et étais allé directement dans la chambre. J'avais sorti la valise cabine que j'utilisais toujours pour les voyages d'affaires. Je n'avais pris aucun article de luxe. J'avais ignoré les robes formelles et les bijoux. Je n'avais jeté que des vêtements simples, le chargeur, le téléphone portable et mon ordinateur portable avec tous mes fichiers de travail. Je savais qu'en quittant cet appartement exigu aujourd'hui, je ne serais pas comme la perdante qui s'enfuit. Je les laissais régner sur ce petit champ de bataille, leur donnant de l'espace et du temps pour vivre l'illusion et creuser profondément la tombe où ils enterreraient leur propre avenir. Alors que je traînais la valise vers la porte du salon, Donia Carmen continuait les bras croisés, levant le nez et me regardant avec supériorité. Hugo fumait une cigarette en regardant vers la terrasse. Dos à moi, sans regarder une seule fois la femme à qui il avait été marié. Je m'étais arrêté à la porte en bois et m'étais retourné pour les regarder une dernière fois. Dans cette situation, ils étaient ivres de victoire, sans savoir que notre prochaine rencontre ne serait pas là. Elle se produirait sur une immense scène sous les projecteurs de la fête d'ouverture. Et je serais celle qui récupérerait tout et les transformerait en les êtres les plus misérables sur Terre. La porte avait claqué. Ce son avait tranché le fil qui me liait à cette famille pourrie. J'avais marché sous la forte pluie. Le vent glacial faisait trembler mon corps, mais au plus profond de mon âme, je ressentais une liberté inexplicable. Mon esprit brillait. C'était la fin de 4 ans d'aveuglement. J'avais ouvert mon téléphone et envoyé l'enregistrement à Diego avec un simple message, « J'ai déjà mis le bois dans le feu. Prépare la flamme. » Le téléphone s'était allumé. La réponse de Diego était rapide. Extraordinaire. Preuve irréfutable. Repose-toi à Navacerrada. Nous commençons à agir demain. Le filet de la loi est large, mais il n'y a pas d'échappatoire pour eux. J'avais réussi un sourire soulagé. J'avais mis la valise dans le coffre. J'étais monté dans la voiture, j'avais appuyé sur l'accélérateur. La voiture avait traversé la nuit orageuse.
bien sûr, je n'étais pas allé chez mes parents. La faillite était une comédie que j'avais inventée. En fait, mes parents étaient en vacances en Europe à ce moment-là. Mon entreprise continuait à gagner des millions. Je m'étais dirigé vers mon chalet dans la Sierra de Guadarrama pour prendre un verre de vin rouge et préparer le script détaillé pour la semaine suivante, quand la vraie tempête commencerait à se former à 9 h du matin le dimanche dans le luxueux développement de la Moraleja. Une villa bourdonnante de bruit, de musique forte et de joie. La villa d'angle qui m'avait coûté 5 millions de ma propre poche était maintenant décorée comme un palais. De l'entrée principale au foyer, il y avait d'énormes arrangements d'orchidées qui exhalaient un parfum intense. L'arche d'entrée, ornée de milliers de roses importées, était si exagérée qu'elle en était presque kitsch. Doña Carmen portait une robe extravagante en soie rouge vin brodée de strass. Autour de son cou, une lourde chaîne en or 24 carats aussi épaisse qu'un doigt. À ses poignets, des dizaines de bracelets épais et des bagues brillantes qui éblouissaient l'œil. Elle était sur le porche avant, riant ouvertement en accueillant la caravane de parents de l'intérieur, de Cuenca et des environs, qui étaient arrivés dans 3 bus spécialement affrétés pour l'événement. Ma chère mère, Doña Carmen. La maison ressemble au château du roi. La famille n'a jamais eu un tel grand succès dans la vie, s'était exclamée une tante, joignant les mains et regardant avec admiration le lustre en cristal du salon. Doña Carmen avait tapoté fièrement ses cuisses. Ne vous avais-je pas déjà dit que mon Hugo était très capable? Il est né avec du talent. À 28 ans, il a déjà réussi à acheter une maison de 5 millions à Madrid. Mon fils n'est pas comme la bande de fainéants de notre ville. Mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui, j'ai engagé un service de traiteur 5 étoiles. Il y a des crevettes écarlates, du homard, du jambon nourri au gland, du jambon ibérique 100%, et du champagne coûteux. Vous pouvez manger à satiété et profiter de la belle vie. Hugo était à côté de sa mère, portant un costume et une cravate, avec les cheveux méticuleusement coiffés au gel. Lorena, sa maîtresse, était juste à côté de lui. Elle portait une robe de maternité blanche moulante avec de la dentelle dorée coûteuse, faite spécialement pour accentuer son ventre rond. Elle enlaçait le cou de Hugo, le câlinant. Son attitude était celle d'une riche dame étalant son statut au monde. La foule des parents s'était rassemblée et avait commencé à murmurer. « Et, où est la femme de Hugo ? Clara. Cet architecte. Pourquoi cette fille enceinte reçoit-elle les visiteurs ?» Doña Carmen avait fait une grimace de dédain et agité la main avec dégoût. « Oh, et ne mentionnez même pas le nom de cette femme, de peur d'apporter le malheur à ma maison. Sa famille s'est engagée dans des affaires illégales et a fait faillite. Il nous devait tout, même nos chemises. Croyez-moi, je voulais mettre ma maison en garantie pour un prêt bancaire. » Hugo l'a renvoyée immédiatement. Elle est partie sous la pluie et ne reviendra pas. Mais regardez, je vous présente ma vraie belle-fille, Lorena. Elle porte l'héritier pour continuer notre lignée familiale. La foule avait éclaté en cris de surprise et d'éloge, flattant Lorena jusqu'au ciel. Il disait qu'elle avait une aura de prospérité, et comme prévu, des critiques cruelles pleuvaient, diffamant la belle-fille vaincue. C'était un vrai moulin à ragots, un cirque bon marché à l'intérieur d'une scène baignée d'or. Vers 22h15, Doña Carmen était montée sur une petite estrade installée dans le salon, avait pris le micro et avait commencé un discours sur le succès de la famille et la présentation de la nouvelle belle-fille. Soudain, de l'extérieur, à la porte d'entrée, le bruit de pneus crissant bruyamment avait brisé le bruit. Une super voiture de sport Ferrari rouge vif avec une plaque d'immatriculation personnalisée que je venais d'acheter s'était lentement arrêtée juste devant le tapis rouge. 4 gardes du corps, vêtus de costumes noirs et de lunettes de soleil, étaient rapidement sortis, créant une barrière avec un grand respect. Ils avaient ouvert la porte de la voiture. Toute la salle de réception était tombée dans un silence de mort. Tous les yeux s'étaient tournés vers la porte, voulant savoir quelle autorité ou quelle personne riche interrompait la fête. Doña Carmen s'était figée avec le micro dans la main. Sa bouche s'était ouverte grand alors que je sortais de la voiture. Je ne ressemblais pas à la femme en pleurs ruinée qu'ils avaient imaginée ces derniers jours. Je portais une longue robe en soie noire avec un dos ouvert qui transmettait une aura de domination, de mystère et d'arrogance digne d'une vraie reine. Mes cheveux étaient impeccablement coiffés en chignon, et mes lèvres étaient peintes d'une teinte rouge sang tranchante. Autour de mon cou, un collier de diamants valant presque 250 000 € scintillait à la lumière du soleil. Chaque pas que je faisais dans mes talons signature faisait trembler le sol, brisant l'atmosphère de choc. Sainte Vierge, c'est clair.
Elle n'était pas ruinée. Un oncle avait bafouillé de loin. La bouche de Hugo était tombée. Son visage était devenu pâle à côté de lui. Lorena avait reculé d'un pas purement par instinct, serrant son ventre, intimidée par ma posture dominante. Il avait fallu quelques secondes à Doña Carmen pour retrouver son calme et son manque de honte. Elle s'était éclaircie la gorge dans le micro, voulant m'humilier exprès. Regardez-moi ça. Je pensais que c'était une célébrité de la télé, mais c'est la belle-fille ruinée que nous avons déjà mise à la porte. Elle a probablement emprunté de l'argent à des usuriers pour louer cette robe et cette voiture chic juste pour se montrer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà dit que tu pouvais venir à la fête, mais tu n'as pas besoin de faire semblant pour te vanter. Tu es déjà noyé de dettes et ton père va mourir. Enlève ce nez retroussé, ma fille. Si tu as apporté une petite enveloppe pour offrir un cadeau, mets-la dans la boîte, va dans un coin et mange tranquillement. Ne salis pas ma nouvelle maison. Les parents proches avaient ri bruyamment à nouveau. Des rires moqueurs remplissaient la pièce. J'avais complètement ignoré les murmures idiots. J'avais marché comme quelqu'un qui glisse et était allé directement sur l'estrade. 2 agents de sécurité du service de traiteur avaient essayé de me bloquer le chemin, mais mes gardes du corps leur avaient lancé un regard menaçant, et les hommes avaient immédiatement dégagé le passage pour moi. J'avais violemment arraché le micro de la main de Doña Carmen alors qu'elle regardait dans une panique absolue. « Comment allez-vous, Doña Carmen ?» J'avais réussi un sourire. Cynique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce bon de vivre au crochet des autres? Est-ce chaud? Utiliser le sang et la sueur de sa belle-fille pour construire un nid d'amour pour son petit-fils et sa maîtresse. Bien que je parle calmement, le son des haut-parleurs faisait résonner ma voix dans tout le lieu. Cette maison de 5 millions. La foule s'était figée. Les bouches des gens qui mangeaient des carabineros avaient arrêté de mâcher. Que dis-tu? Folle. Doña Carmen avait crié, essayant de reprendre le micro. J'avais reculé d'un demi-pas, esquivant gracieusement. Hugo était monté en trombe sur l'estrade, le visage tendu. Clara, que diable fais-tu ici? Tu es endettée. J'ai été assez gentil pour ne pas faire de scène et te laisser essayer de résoudre ton problème, et tu oses ruiner mon repas d'ouverture. Je vais appeler la police et je vais te jeter en prison pour intrusion. Ta maison. J'avais froncé les sourcils, le répétant avec dégoût. Mes yeux étaient comme des poignards plantés dans son visage. Depuis quand cette maison de cette taille est-elle à toi, Hugo? Depuis le moment où tu as tendu la main pour me demander 5 millions d'euros en espèces. Ou depuis le jour où tu as profité d'une femme brûlante de fièvre et l'a fait signer les papiers de donation. L'impact de tes mots était comme une bombe tombant dans un lac. Le public avait commencé à murmurer, et maintenant la cible de leur malice n'était plus moi, mais Doña Carmen et Hugo. Le vol de l'argent, la signature falsifiée. Les mots résonnaient dans les oreilles des tantes du village. En voyant que la situation tournait contre elle, Lorena avait rassemblé son courage et était montée sur l'estrade, jouant la pauvre fille souffrante. Doña Clara, s'il vous plaît, juste parce que vous êtes dans le puits, ne fabriquez pas de mensonges sur mon Hugo et ma belle-mère. Sa faillite était un coup du sort. N'essayez pas de les blâmer pour garder les biens de votre mari. La maison est au nom de sa mère. Légalement, créer ce scandale va affecter le bébé que j'attends. Je lui avais lancé un regard mortel sans aucune pitié. Qui penses-tu être pour ouvrir la bouche près de moi? Une femme aléatoire qui s'immisce dans les familles des autres, qui n'a pas de travail ni de moyens et dépend d'un embryon pour se marier pour l'argent. Tu penses que tu es à mon niveau? Tu vis en collectant mes œuvres. Ferme ta petite bouche. Lorena était restée sans voix. Son visage brûlait de rage. Elle avait saisi le bras de Hugo en pleurant. Chérie, regarde, il m'humilie. Jette-la, chérie. Hugo avait serré les dents et rugi. Clara, tu as dépassé les bornes. Ne pense pas que juste parce que tu as amené des gorilles tu peux venir insulter ma famille le jour le plus heureux. Oui, tu n'as rien à apporter à la maison. Va-t'en maintenant. Cette maison appartient à ma mère. La loi le reconnaît. La loi le reconnaît. J'avais ri bruyamment. Un rire menaçant et net avait résonné dans toute la pièce. Fantastique. Puisque vous voulez parler de preuves et de la loi. Aujourd'hui, au milieu de cet événement merveilleux, je vais présenter à tous les invités le plus grand spectacle de l'histoire pour que nous voyions exactement qui la loi protège.
Quand j'avais fini de parler, j'avais levé la main et claqué des doigts avec force. Mon assistant principal, caché près des fenêtres, avait sorti une télécommande. Il avait appuyé sur un bouton, et un énorme projecteur avec un écran géant était descendu derrière la scène. Doña Carmen avait reculé de panique et était tombée dans une chaise. « Quel genre de sorcellerie vas-tu faire ? Éteins ça, éteins ça. » Mais le projecteur éclairait déjà l'écran. La première image qui était apparue était les lignes du relevé bancaire avec d'innombrables zéros imprimés avec une clarté cristalline. J'avais saisi le micro comme quelqu'un donnant une présentation corporative sur des revenus de millions de dollars. « Attention, oncle, tante, parents de Hugo, ouvrez grand les yeux et regardez. Voici la liste des transferts de mi dinero et de mon entreprise vers les comptes de Madame Carmen et de Hugo au cours des 4 dernières années. 2 millions et demi le 10, 2 millions et demi supplémentaires plus tard, etc., ajoutant les taxes, 5 millions d'euros en espèces, sueur de mon front. La famille de Doña Carmen n'a pas contribué d'un seul centime à quoi que ce soit. » Les parents avaient crié hystériquement. Personne n'imaginait ces montants avec les sceaux officiels et les en-têtes de la banque. C'était indéniable. Ils avaient regardé les propriétaires de la maison, et le dégoût avait commencé à se montrer dans leurs expressions. J'avais fait un signe de la main, et la diapositive avait changé. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Mon mari et sa mère ont répandu le bruit que j'étais ruiné. Regardez le relevé financier trimestriel de ma chaîne de magasins et de mon studio d'architecture. Rien que le dernier trimestre, nous avons eu plus de 4 millions de profits. Je n'ai même jamais approché la faillite. J'avais marché le long du bord de l'estrade, les fixant. L'histoire des dettes et du fisc était toute une blague que j'ai inventée pour voir de quoi le cœur humain était fait. Le résultat a été immédiat. Au moment où ils ont pensé que j'étais sans le sou, cette famille que j'ai toujours aidé m'a mise à la porte de leur maison la nuit sous la pluie pour garder tous mes biens. C'est la parfaite belle-fille que Doña Carmen disait que j'étais. Le visage de Hugo avait perdu tout le sang. Il tremblait en trébuchant sur un énorme haut-parleur, presque en tombant. Doña Carmen avait ouvert la bouche comme un poisson hors de l'eau. Ses 2 mains tremblaient alors qu'elle essayait sans succès de cacher son visage. « Clara, tu m'as menti. Ton entreprise n'a pas fait faillite. » L'impact était un seau d'eau froide pour Hugo. La mine ne s'était pas asséchée. Il l'avait lui-même jeté loin. Oui, j'ai menti. Je m'étais retourné férocement vers le traître. Qui a menti à qui ? Regardez l'écran. L'assistant avait ouvert la première preuve en fer. La vidéo d'il y a un mois était rejouée en taille géante. Sur l'écran, Doña Carmen remettait la clé à Lorena Gassia au milieu des rires. Vodio, ah, cette idiote est trop stupide. J'ai tout planifié. Hugo lui avait dit que c'était des documents bancaires, et elle les avait signés. La voix de Hugo dans la vidéo, amour, sois patiente. Dès que j'aurai terminé de détourner le reste des fonds de l'entreprise de ma femme, je la virerai. L'audio suivant était de la caméra cachée avec eux conspirant à propos des 400 000 euros pour les meubles et comment ils voulaient empocher la surfacturation. Chaque mot dégoûtant, les rires et les aveux étaient reproduits au milieu d'un silence sépulcral dans la pièce. La fête avait éclaté, se transformant en un tribunal ouvert. Les membres de la famille, horrifiés, pointaient du doigt Doña Carmen avec fureur et insultes grossières, l'appelant la mère du bel amour. Je n'aurais jamais imaginé que Carmen pouvait avoir un cœur aussi pourri, volant sa belle-fille malade. Lâches, passant toute leur vie à prétendre être de bonnes belles-mères seulement pour jeter leur femme dans le noir. Hugo, tu es une marionnette, un lâche, suçant le sang de ta femme. Quelle honte, Doña Carmen. Incapable de supporter les insultes et le déshonneur public, elle avait fait semblant d'être malade. Elle avait commencé à rouler des yeux en arrière et était tombée, haletante. Avant même d'avoir touché le sol, Hugo était déjà tombé à genoux, me suppliant désespérément. « Clara, arrête, s'il te plaît, éteins l'écran. J'ai fait une erreur et me suis laissé aveugler par l'argent. Pardonne-moi. Ne transmets pas ça à la police. Je t'en supplie. Si ça va au tribunal, mon entreprise me licenciera pour des raisons disciplinaires et je finirai en prison. » Il pleurait et bavait comme un chien effrayé. La pose d'un homme à succès n'existait plus. Lorena, le visage blanc comme de la craie, avait commencé à s'éclipser pour échapper à la colère des tantes et de l'estrade. Un énorme garde du corps imposant lui avait bloqué le chemin et l'avait saisi. « Où vas-tu ?
Le spectacle n'est pas terminé, avais-je dit, pointant les vers rampants près de mes chaussures. J'avais contemplé la scène sans pitié, sans une once de compassion. Je ressentais un immense sentiment de soulagement et de puissance, la même énergie revitalisante que boire de l'eau glacée au milieu du désert du Sahara. La couronne de ma dignité m'était rendue. Vous avez construit cette scène. Mais je dicte moi-même la fin du spectacle. La fin de quelques escrocs et putschistes. Les cris continuaient bruyamment. Beaucoup d'invités avaient commencé à cracher par terre de dégoût. Les parents s'étaient retournés et avaient commencé à partir indignés. Ils avaient été traînés là juste pour se ridiculiser pour la gloire de Doña Carmen. Lorena avait vu la situation critique. Baignée de larmes. La poudre qu'elle portait sur le visage se mélangeait à des larmes sales. Elle avait essayé de tourner le dos à Hugo, abandonnant le navire en train de couler. Doña Clara, s'il vous plaît pardonnez-moi. Je n'ai rien fait. Hugo est celui qui a tout organisé. Il m'a menti, en disant qu'il était riche, que l'appartement était à lui et que la villa de 5 millions était son œuvre. Il m'a seulement promis qu'il quitterait sa femme inutile. Clara, aide. Ce n'est pas ma faute. Laisse-moi m'échapper. N'implique pas la police. Je ne veux pas être complice. Elle a changé de ton si vite que c'était comme un ouragan. Juste un moment, elle m'appelait femme damnée dans la vidéo plus tôt. Hugo avait relevé la tête du sol, des veines rouges saillant dans ses yeux, désespéré et rempli de fureur, parce qu'elle le poignardait dans le dos. Espèce de misérable, ferme ta maudite bouche. Combien de sacs à main de designer t'ai-je donné avec cet argent que j'ai volé? Tu as demandé la maison et maintenant tu dis que tu es la victime. Guara, un cirque total de chiens se dévorant les uns les autres, était diffusé en direct juste là. J'étais resté indemne. Les mains jointes, arborant un sourire serein, j'étais lentement descendu de l'estrade. J'avais tapoté mon talon fin sur le carrelage pour relever son menton avec la pointe de ma chaussure. C'était lamentable. Tout, son charme et sa dignité, avaient glissé. Hugo, écoute, avais-je dit lourdement. Regarde le genre d'être humain pour qui tu as trahi la femme de ta vie. Une femme fausse. Tu disais que tu étais trop viril pour donner un héritier, et je devais aller en chercher un dans la rue. Regarde-toi, parasite. Y a-t-il quelque chose chez toi qui puisse être appelé un homme? J'ai payé les meubles, les factures, les cravates que tu portes autour du cou et la Rolex à ton poignet. J'ai payé les cartes. Tu n'as jamais pensé aux nuits blanches que j'ai passées derrière tout ça. Tu n'as jamais ressenti de culpabilité quand tu m'as enlevé pour le donner à ta maîtresse. Il n'avait rien dit. Ses dents continuaient à grincer. Il avait essayé de tirer sur ma robe. Je m'étais écarté pour ne pas me salir avec lui. Clara, j'ai eu tort, mais nous vivons ensemble. Tu seras ma mort si tu mets mon visage au tribunal. N'appelle pas le commissariat. Je ferai tout ce qu'il faut. Je serai ton esclave si nécessaire. Et il avait commencé à frapper sa tête contre le parquet comme un homme désespéré suppliant pour la miséricorde. Les invités voyaient ça et n'essayaient même pas de les séparer. Ils savaient qui étaient les vrais vipères. Si j'étais la fille naïve que j'étais il y a quelques jours, je me serais déjà effondré. Aujourd'hui ce n'était pas forgé dans la vengeance. Pourquoi demandes-tu miséricorde et amour après m'avoir glissé le papier quand ma tête frit avec 40 degrés de fièvre? Où était ta miséricorde? Où étais-tu quand vous vous mettiez d'accord pour empocher 150 000 € gonflés pour le bois que vous alliez mettre dans la maison? Où est allée cette fierté quand je t'ai demandé de l'aide pour l'huissier de mon père pendant ma supposée faillite et que tu m'as jeté à la rue? Il y avait un peu d'amour. Puis, Doña Carmen n'avait pas supporté le faux évanouissement. Elle avait commencé à s'asseoir, faisant à nouveau semblant d'être la pauvre fille, après avoir entendu les mots prison et police. Elle avait commencé à pleurer bruyamment, comme une poissonnière se battant sur la place, et s'était approchée de moi habillée, se penchant exprès. J'avais fait un signal tranchant. L'assistant avait sorti une pile de papiers, toutes les demandes. J'avais jeté les feuilles sur la poitrine de Hugo, qui était encore au sol. Je lui avais donné mon stylo, prêt enfin, sans trembler devant les présents. L'accord de divorce complet. Signe-le maintenant. Je l'avais regardé sans relâche. J'exige une action légale contre tous les actifs acquis pendant ces 4 ans. L'entreprise conservera les fonds détournés. Tu n'obtiens rien. Démontre aux voitures.
Tu pars comme tu es venu sans un seul centime. Hugo avait refusé, le visage aigre, paralysé. Je ne veux pas de divorce. Je mourrai. Oui, tu me laisseras. Mais je lui avais donné mon verdict. En tant que juge suprême abattant ses fondations, je donne à cette marionnette exactement 1 minute pour remplir la feuille. Oui. Non, demain matin ce ne sera pas une demande de divorce. L'accusation sera basée sur l'article 248 du Code pénal. Savais-tu que pour fraude aggravée, toi et ta mère pourriez faire face à plus de 10 ans de prison ensemble? Le poids de la peine criminelle l'avait fait fondre de l'intérieur. Hugo avait signé frénétiquement et s'était effondré en sanglots convulsifs sans issue sur terre. J'avais donné une dernière directive absolue en regardant ma montre. Il est maintenant 11h30 précise. Vous avez seulement 1 heure pour emballer vos affaires sales, les mettre dans des sacs poubelles et sortir. Tout ce que vous essayez d'emporter comme luxe, je le signalerai comme vol aujourd'hui. J'avais aussi montré les tantes et parents effrayés. Et tout le cirque peut retourner par le trou où il est tombé. La fête est terminée. Sortez d'ici avant que j'appelle des renforts. En entendant des renforts, il y avait eu une débandade. Les gens effrayés du village s'étaient entassés comme des poules voulant sauter la clôture. Doña Carmen s'était roulée par terre en pleurant et crachant de la salive hystérique, trouvant la douleur suprême de la pauvreté inacceptable. J'avais ordonné que les expulsés soient placés au bord de l'échelle de pureté et jetés à la rue. Ils avaient été traînés par les gardes du corps, jetés comme une paire de poupées en papier mâché sur le trottoir sous le soleil de midi, sans honneur et protégés seulement par des chiffons, et un sac plastique avec 4 vêtements miteux. Aucun adieu final ne les ferait jamais poser la main sur un seul billet de la fortune que j'avais bâti. J'étais retourné dans le foyer à double hauteur dans un silence doré. Une poussière funéraire s'était déposée sur le parquet italien. Une tasse de thé avait réconforté mes muscles qui avaient été paralysés jusqu'à ce moment, maintenant dans une paix profonde, un nettoyage, une élimination de déchets radioactifs enfin. En tant qu'excellente cadre d'une métropole espagnole, arracher les mauvaises herbes nécessite que nous détruisions aussi la racine sous l'asphalte. Le lundi matin, habillé d'un tailleur de designer, j'étais descendu au cabinet de l'avocat sur le Paseo de la Castellana, un immense mur de la justice espagnole, prêt à traiter son malheur criminel. 3 dossiers avec lui, un logo rougeâtre, étaient là. Doña Clara, procédure mise en place, avait commenté Diego avec un sourire. La plainte avait été envoyée à la police nationale. Les cybercrimes et fraudes comptables étaient tous prêts. Blanchiment d'argent, organisation criminelle, fraude et appropriation contre l'épouse. Ordre de saisie émis. Le registre foncier avait bloqué toutes les conversions de titres pour la propriété. Ils étaient à zéro absolu, assis sur le banc. Et le spectacle central par le jeune directeur Diego avait répondu sèchement, tirant la carte suprême de sa manche. Puisque tu étais celle qui tirait les ficelles des contrats qu'il élèverait par népotisme dans le monde des gros bonnets avec des surfacturations criminelles, nous avons créé une piste de facture fantôme. Imagine ce dossier d'audit sur la table du PDG avant la pause café. Je l'enverrai demain par courrier express, directement entre ses mains. Elle avait remué la cuillère à fond dans la tasse de thé glacé. À ce moment précis, au siège exécutif d'où Hugo croyait régner sur l'univers, sur une table de réunion de son entreprise, dans sa fausse pause, il récitait les bilans et états financiers, feignant la stabilité d'un héritier de 5 millions. Et l'inattendu avait envahi les portes de la grande corporation. La police nationale, avec 2 agents armés et l'inspecteur en charge, avait flanqué le directeur général de l'entreprise. Ils avaient fait irruption dans l'auditorium. Le PDG avait déchiré le dossier et le lui avait jeté au visage. Saisie de capital via des détournements vers des sous-traitants. Fausses factures partout. Hugo, pensais-tu que cette branche était ton fief privé, escroc? Ton ex-femme elle-même nous a envoyé les preuves de ton incapacité managériale aux tribunaux criminels, et il n'y a pas d'issue. La police n'avait pas hésité alors que Hugo restait figé, palais à bout de souffle. Il avait laissé tomber sa veste devant la police. Ses poignets avaient senti l'acier froid des menottes s'enfonçant dans ses veines, qui ressortaient contre son costume froissé. Les hommes en costume autour de lui avaient laissé échapper des rires secs à l'humiliation suprême du scandale corporatif. Il avait marché, écrasé par des regards haineux, et était monté dans la voiture de patrouille de la police se dirigeant directement vers les cellules de détention provisoire. Pendant ce temps, Doña Carmen avait souffert d'amères difficultés, vivant sur du temps emprunté dans une pension miteuse perdue dans les ruelles de Valca.
Elle avait été recherchée cet après-midi-là par des enquêteurs avec une convocation signée pour se présenter au commissariat. Après avoir passé 4 heures sous les lumières d'interrogatoire, regardant les images et aveux des factures falsifiées, crachant de la bave et des faux pleurs. Elle avait regardé le juge déchirer le document de donation qui prouvait son extorsion malade déguisée en soins pour une femme âgée. Elle avait été avertie qu'elle pourrirait à l'ombre pendant un bon 12 à 15 ans. Elle s'était enfoncée dans un effondrement émotionnel brisé. En retraversant la porte en bois pourri de la pension Moa après le point d'interrogatoire, elle était tombée sur une scène qui avait fait brûler ses yeux de rouge et son cœur battre de douleur. Lorena, la femme des rêves dorés et de l'héritier, ramassait tous les vestiges parfumés et luxueux qu'elle avait autrefois pris à Hugo. Yoya, bracelet Pandora, jetant tout, ouvrant la fermeture éclair de la valise et sortant de l'autre main les liasses de billets tenus par des élastiques. Les derniers 20 000 € étaient le fiasco final du capital d'urgence pour survivre qu'ils avaient caché sous un matelas de célibataire sale. Lorena, tu voles et tu t'enfuis pendant que Hugo est emmené par la police. La vieille femme était tombée dans un état total de stress incontrôlé et avait saisi sa main. Lorena avait tiré fort. Elle avait repoussé la sorcière et avait délivré son verdict dégoûtant et répugnant sur la mère et le petit garçon. La maîtresse avait ri au visage. Vieille dame, quel fils ? Leur directrice gamine a été jetée en prison par la police pour un trou absurde et sans un seul centime en poche. Ils pensent que je vais passer ma jeunesse dans un trou à prendre soin de ce perdant qu'ils appellent un étalon. Le tambour n'a pas une trace de l'ADN dégoûtant de Hugo. Je suis tombée enceinte d'un bouki qui s'est enfui de la ville et a ensuite trompé son fils riche. Qui pense ce canard qui m'a engrossé avec du sperme raté ? Ce coup concernant l'héritier inexistant, les économies volées et l'humiliation immorale avaient causé une montée de tension à travers le tronc cérébral de Carmen, avec une fureur si aiguë et inhumaine que son visage s'était tordu et contorsionné d'une paralysie sévère et soudaine. En brisant ses synapses cérébrales, la pression élevée lui avait causé un AVC sévère. Tout son corps s'était effondré, mort, inerte dans les ordures sur le sol, tandis que la scélérate disparaissait dans l'allée. Enfermé en prison, Hugo avait appris que la femme qu'il aimait s'était effondrée, tordue, incapable de bouger la moitié de son corps, paralysée en choc total, et à propos des 20 000 € volés derrière son dos par le faux amour. Destruction et chaîne physique. Il avait vomi de la mousse et était tombé dans une insomnie sans fin, piégé par les chaînes du désespoir carcéral. Le sort contre les escrocs avait exigé un prix impitoyable de démolition existentielle. C'était au 6e mois aux tribunaux criminels de la Plaza de Castilla à Madrid, sous un ciel de plomb et quelques gouttes douces de froid. J'étais assise là, imposante et calme, les épaules droites à côté de mes avocats. Mon père, robuste, en bonne santé, récemment revenu de son voyage en Europe, encore avec ses valises du vol, m'avait enlacé avec un amour inconditionnel dans la ligne des affectés, sans crier, stabilité impénétrable de rochers vivants dans ma famille. Du banc des perdants, macabre et délabré, on pouvait voir le spectre marchand du directeur en taille M de vêtements de prison, sentant l'abandon le plus inutile. Dans un fauteuil roulant, poussé par des bras ratatinés, la poubelle, une main tordue de la cadavérique Carmen, babillait à moitié. La honte d'être une voleuse crépitus punie sur une chaise pour vivre les prochains mois, se salissant pour se nettoyer seule, rejetée par ses propres compatriotes. Avec le coup de marteau du juge, prononçant la sentence du tribunal pénal espagnol basée sur l'énorme montagne de rapports d'experts. La peine maximale pour organisation criminelle et blanchiment d'argent combiné avec agression psychologique préméditée s'ajoutait à 18 ans de prison sévère pour le citoyen Hugo et exactement 15 ans sans possibilité d'appel pour le crime de fraude pour la matriarche. Cette sentence avait martelé une panique irréversible en eux. Le visage de Hugo s'était tourné dans l'étonnement, cherchant de la sympathie. Des larmes et de la misère s'échappaient de son pantalon dans son désolation, me suppliant pathétiquement de miséricorde, avec un cri au ralenti, tandis qu'il me fixait implorant, mon visage, glacial, impénétrable, sans que je sois ému émotionnellement. Strictement ma posture de propriétaire avec un message. La peine de mort était teinte et fermée. Il n'y aurait aucune douceur ni pardon. Seulement des chaînes rouillées par leur propre stupidité sur la terre froide. C'est fini. Ils avaient disparu par la porte sans voix ni cri dans les cachots judiciaires de Madrid. Là ils paieraient leurs dettes au grand jour, aux frais des repas de prison, une éternité de ruines méritées et de condamnation morale perpétuelle. Quant à cette misérable créature méprisable Lorena, qui avait gaspillé les fonds, sa tentative de tromperie s'était retournée contre elle. Le voyou avait rencontré son partenaire de la mafia dans le jeu quelque part, mais un beau matin tôt
avait fait exploser ce qui lui restait. Il lui avait volé ses bracelets et son argent, s'enfuyant à nouveau pour la laisser sans le sou. Aucune compassion. Laissée sans le sou dans un foyer, elle avait été jetée à la rue pour finir par travailler sur un coin sale au bord de l'autoroute sud, fouillant et donnant naissance seule, brisée, sale parmi les flaques d'urine dans les toilettes sans toit de la gare routière sud de Méné. Alvaro, avec l'enfant fétide dans les bras, errait avec un sac à dos dans un sac de décombres, cherchant des canettes parmi les restes de la métropole, payant en euros, un vrai purgatoire, suant et puant dans un état animal pour la faim, pourri de sa cupidité bon marché. J'avais traversé les limites des grandes portes, de verre propre, vers les places immaculées du palais de justice espagnol, respirant un nouvel air dans sa plénitude. Adieu à la maudite villa à la Moraleja. J'avais donné l'intégralité du montant, les 5 millions d'euros, pour fonder un beau centre pour une ONG sous le nouveau nom, Aube, sans réclamer un seul euro en crédit d'impôt, aidant les orphelins, autonomisant les mères opprimées et rejetées, qui ont perdu leurs espaces aux mains de monstres familiaux, les sortant pour qu'elles puissent récupérer leur voix et leur dignité, pour éviter la chute vertigineuse causée par des lâches en costume comme celui-là. Mon âme s'était envolée vers les étoiles dans ma nouvelle résidence véritablement acquise, un penthouse duplex éblouissant juste sur le Paseo de la Castellana, face au parc Retiro, pour respirer la rosée d'un jardin suspendu aux fenêtres du balcon, où je buvais du thé sur la terrasse avec un sourire sur la joue, reflétant la richesse de mon moi intérieur sur l'asphalte brûlant. Mon studio d'architecture avait brisé les plafonds corporatifs, concluant des partenariats mondiaux à travers l'Espagne et dans des coins sans limite géographique pour mon expansion et le prestige d'une entreprise millionnaire. Des nuits baignées dans les lumières de la métropole qui comment. Fin à 4 longues lamentations qui ont servi à prouver la pire formation et la douleur militaire dans ma jeunesse. Une leçon gigantesque sur le mariage frauduleux ou le romantisme naïf envers une famille de parasites au sein de la famille. Misère, gentillesse déposée dans une boîte infertile. Ils ont sombré, ils ont triché, ils se sont détruits. J'ai tourné la page pour élever des femmes indestructibles. Où les larmes qui coûtent si cher sont payées d'un seul coup dans un acte exact par la guillotine finale pour balayer les sangsues de la vie. Trancher les ordures toxiques sans verser une goutte de sueur, portant seulement des talons, avec une intelligence écrasante. Le traînant à des condamnations ouvertes pour son ego jeté sur l'asphalte avec la force extrême d'une reine libre des chaînes de la tromperie dans une vie qui fleurit de la lettre d'autonomisation blindée jusqu'aux cieux. Mon nouveau début, illuminé par des étoiles propres, a été glorieusement confirmé pour fermer le tunnel de la saleté et monter sur le tapis des superwomen dans une galaxie rayonnante, libre de l'abîme vers la suprématie totale. Et la fin s'est estompée sous l'éclat de mon spectaculaire jour.